Bonjour les champions. Alors si je vous dis Toubkal, l'Himalaya ou les Alpes, ce sont des montagnes? Eh oui, les montagnes bien évidemment. Mais vous vous êtes déjà posé la question, comment ces gigantesques paysages sont-ils formés? Et tout simplement, les montagnes ne sont pas formées. Elles ont été retrouvées comme ça, depuis la nuit des temps. Ah non, ce n'est pas si simple comme tu le penses. Une autre proposition? Moi, j'ai vu dans un film qu'il y a très longtemps, des météorites sont tombées du ciel vers la Terre, et c'est en se rassemblant l'une en dessus de l'autre, ces montagnes sont formées. Aïe aïe aïe, raté encore une fois fiston. Désolé de t'affirmer que ton film t'a donné une information purement incorrecte. Moi, je crois que c'est suite à une sédimentation qui s'est réalisée pendant quelques années. Sédimentation. Et si je vous dis que les types de roches existantes dans les montagnes ne sont pas totalement sédimentaires? On trouve des roches volcaniques et même métamorphiques. Ah, d'accord. Puisqu'il y a des roches volcaniques, on est sûrement devant un phénomène qui se passe à l'intérieur du globe terrestre. Exactement les champions. Voilà, on commence à s'approcher du but. La formation des montagnes est un phénomène géodynamique. Et pour bien l'assimiler, nous devons tout d'abord connaître comment est formé l'intérieur de la Terre. Attachez vos ceintures, on va partir découvrir le globe terrestre. L'intérieur de la Terre est constitué d'une succession de couches de propriétés physiques différentes. Au centre, le noyau, qui forme 17% du volume terrestre et qui se divise en noyau interne solide et noyau externe liquide. Puis, le manteau qui constitue le gros du volume terrestre, 81%, et qui se divise en manteau inférieur solide et manteau supérieur principalement plastique, mais dont la partie tout à fait supérieure est solide. Finalement, la croûte ou écorce, qui compte pour moins de 2% en volume et qui est solide. Deux discontinuités importantes séparent la croûte, manteau et noyau. La discontinuité de Moho, qui marque un contraste de densité entre la croûte terrestre et le manteau, et la discontinuité de Gutenberg, qui marque aussi un contraste important de densité entre le manteau et le noyau. Une troisième discontinuité sépare le noyau interne et le noyau externe. Cette discontinuité est appelée Lehmann. La couche plastique du manteau supérieur est appelée asténosphère, alors qu'ensemble les deux couches solides qui la surmontent, soit la couche solide de la partie supérieure du manteau supérieur et la croûte terrestre, forment la lithosphère. On reconnaît deux types de croûtes terrestres. La croûte océanique, celle qui en gros se situe sous les océans, et qui est formée de roches basaltiques de densité de 3,2 et qu'on nomme aussi sima, silicium, magnésium. Et la croûte continentale, celle qui se situe au niveau des continents, qui est plus épaisse à cause de sa plus faible densité, roche granitique à intermédiaire de densité 2,7 à 3 et qu'on nomme sial, silicium, aluminium. La couverture sédimentaire est une mince pellicule de sédiments produits et redistribués à la surface de la croûte par les divers agents d'érosion, eau, vent et glace, et qui compte pour très peu en volume. Une question maintenant. Combien y a-t-il de continents dans la Terre? Ah, ça c'est facile, il y en a 6. L'Amérique, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Très bien. Et si je vous dis combien y a-t-il de plaques sur Terre? Plaques? C'est-à-dire? C'est la même chose, il y a 6 plaques dans la Terre. On peut dire continent comme on peut dire aussi bien plaque. C'est le même concept. Oui, un continent c'est en géographie, mais puisqu'on est en cours de SVT, on va dire plaque. Eh ben non mes chers élèves, vous connaissez les puzzles? Oui. C'est chouette comme jeu. Eh ben, allons-y jouer. Les plaques lithosphériques, aussi appelées plaques tectoniques, sont des morceaux de la lithosphère qui reposent sur l'asténosphère moins rigide. Les plaques s'assemblent à la manière d'un puzzle sur l'ensemble de la surface de la Terre. Ces plaques ont la particularité de se déplacer de quelques centimètres par an en moyenne, à la suite des mouvements convectifs qui existent dans le manteau.
Durant ces déplacements, deux plaques peuvent soit s'écarter l'une de l'autre, elles sont alors dites divergentes, et ce phénomène survient principalement au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques, mais aussi en quelques endroits sur les continents. On parle alors de rift. L'espace libéré suite à l'écartement des plaques est comblé par du magma, qui refroidit rapidement. Alors, ce sont des mouvements qui ont par conséquence un éloignement, comme les montagnes. Vont-elles se former dans ce cas? Les plaques divergentes servent à former des océans. Pour la genèse des montagnes, un autre type de dynamisme est impliqué, celui de la convergence. Deux plaques peuvent également être convergentes, ce qui donne lieu à des collisions et des subductions, c'est-à-dire formation des chaînes de montagnes. Mais comment ça? Les plaques sont en mouvement, c'est impossible. Sinon, pourquoi on ne bouge pas? Très bonne question. Mais avant de te répondre, je vais te demander une petite question. Si je te dis par exemple la chaîne de l'Himalaya est formée dans combien de temps? Je dirais en quelques centaines d'années. Ah non, raté. Qui dit mieux? L'Himalaya, je crois qu'ils sont formés il y a des milliers d'années. Non plus. Qui dit encore mieux? Impossible que ce soit formé en millions d'années. Eh bien si, la chaîne de l'Himalaya est formée dans des dizaines de millions d'années. Ah, c'est pour ça qu'on ne se sent pas ce dynamisme. Donc il prend énormément de temps. Exactement. D'ailleurs, l'unité temps en géologie, c'est 1 million d'années. Donc ce sont des phénomènes qui se produisent dans un intervalle de temps très très long. Et c'est le cas pour toutes les chaînes de montagne? Oui, si tu parles du facteur temps, mais il y a de grandes différences entre les chaînes de montagne qui existent partout dans le monde, au point de vue formation. Ah bon, mais ce sont tous identiques ces montagnes. Ta remarque va nous diriger vers le premier type de chaîne de montagne, les chaînes de subduction. Comme on vient de voir dans notre puzzle de tout à l'heure, les plaques peuvent subir des mouvements de rapprochement. Eh bien, lorsque deux plaques, une plus dense océanique, s'enfoncent sous une autre continentale moins dense, là on parle de subduction. Et les chaînes de montagnes issues de ce phénomène sont appelées les chaînes de subduction. Si je vous dis Pérou, Venezuela ou la Colombie, c'est des pays de l'Amérique du Sud. Eh ben, allons-y rendre visite à l'Amérique du Sud. Vous connaissez les Andes? Eh bien, c'est la plus haute chaîne de montagnes d'Amérique. Elle débute au Venezuela au nord, puis traverse la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine, jusqu'à la pointe sud du continent. Waouh! C'est gigantesque! Mais comment tout ceci est formé? Alors pour comprendre ceci, allons-y voir comment se passe la subduction. La subduction est le processus d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque de densité plus faible. En général, une plaque océanique à forte densité sous une plaque continentale moins dense. Mais comment peut-on savoir qu'on est sur une chaîne de subduction? Il doit sûrement y avoir des caractéristiques propres à ces chaînes. Exactement. Allons-y découvrir ces caractéristiques. Les caractéristiques structurales et géophysiques. De la subduction résulte la formation de chaînes de montagnes de subduction. La chaîne des Andes, le long du littoral ouest de l'Amérique du Sud, en est le meilleur exemple. Ces chaînes se caractérisent par l'élévation des montagnes, relief positif, parallèle à une fosse océanique profonde, relief négatif, le long de la marge continentale active. On peut expliquer ces reliefs par le fait que la subduction de la lithosphère océanique entraîne une forte pression sur les couches de la croûte terrestre de la région, force de convergence. Ces couches répondent par une déformation, formant les plis et les failles inverses, ce qui conduit au soulèvement des reliefs sous forme d'une chaîne de montagnes. Une forte activité sismique dont les foyers sont répartis selon un plan incliné appelé plan de Benioff, qui traduit le fait que la plaque descendante s'enfonce de façon inclinée sous la plaque chevauchante. Une activité volcanique, des anomalies thermiques par un abaissement des lignes isothermes sous la forme continentale
dû au refroidissement de cette zone par la croûte océanique froide, et au contraire, une élévation de ces isothermes au-dessous de la chaîne volcanique suite au réchauffement de cette zone par le magma chaud montant. Passons maintenant aux caractéristiques pétrographiques. Pétrographiques? Il existe du pétrole dans les chaînes de subduction? Ah non, pas du tout. Pétrographique veut dire tout ce qui est en relation avec les roches. Les chaînes de subduction se caractérisent par l'abondance d'une roche volcanique nommée andésite et par la présence de pelotons de granitoïdes. Au cours de l'enfouissement de la lithosphère océanique, plus dense, sous la lithosphère continentale, moins dense, les roches subduites subissent une augmentation de la pression et de la température, ce qui provoque des réactions minéralogiques accompagnées par la libération d'importantes quantités d'eau qui diffusent à travers les roches du manteau supérieur, la péridotite. Ainsi se réalisent les conditions de la fusion partielle de la péridotite, conduisant à la formation d'un magma qui migre vers la surface. Une partie de ce magma cristallise en profondeur et donne naissance à des pelotons de granitoïdes à structure grenue, et l'autre partie atteint la surface et se refroidit rapidement pour former l'andésite, caractérisée par sa structure microlithique où des petits cristaux appelés microlithes sont liés par un verre. Après avoir vu les caractéristiques des chaînes de subduction, passons maintenant aux étapes de formation de ce type de chaîne. La cordillère des Andes est le résultat du rapprochement et enfouissement, subduction, de plaques océaniques plus denses sous la plaque lithosphérique continentale d'Amérique du Sud, moins dense, et qui se produit par étapes. En premier lieu, suite aux contraintes tectoniques compressives, la plaque océanique devient plus dense, se brise et s'enfonce lentement sous la lithosphère continentale. Dans la zone d'affrontement se crée une fosse et les sédiments marins recouvrant la plaque plongeante seront rabotés et raclés par la plaque chevauchante, et on assistera à une formation de prismes d'accrétion. Les roches de la croûte océanique plongeante subissent en profondeur des pressions et des températures de plus en plus grandes. Elles se transforment et libèrent l'eau qui crée les conditions de fusion partielle de la péridotite, avec production d'un magma andésitique, surrection d'un relief, chaîne de montagne, par un épaississement de la croûte continentale lié à un raccourcissement et un empilement, résultat des contraintes tectoniques compressives. Les zones de subduction sont des frontières convergentes, où la lithosphère océanique plonge dans l'asténosphère. Elles sont associées à une déformation de la croûte continentale, donnant naissance à des chaînes de subduction présentant des caractéristiques structurales, géophysiques, pétrographiques et tectoniques. L'obduction est un phénomène géodynamique lors duquel des portions de croûte océanique, dites ophiolites, émergent sur la marge continentale sous l'effet de forces de convergence. Les chaînes d'obduction sont caractérisées par la présence des roches du complexe ophiolitique, basalte, gabbro, péridotite, et des sédiments du fond océanique, par exemple les radiolarites, au-dessus d'un socle continental. Ce phénomène est le résultat d'un rapprochement entre deux plaques. Dans un premier temps, une subduction entre deux croûtes océaniques se passe. Les forces compressives issues de cette convergence entraînent une disparition complète de la croûte océanique subduite, puis un chevauchement de la lithosphère océanique non subduite sur la lithosphère continentale autochtone, provoquant la déformation des couches et le soulèvement de reliefs représentant les chaînes d'obduction. Et pour finir, il nous reste de découvrir le dernier type de chaîne de montagne, celui des chaînes de collision. La collision continentale est un phénomène géodynamique se produisant à la limite convergente de deux lithosphères continentales, qui se rencontrent après la fermeture totale d'une ancienne mer. Ces chaînes sont caractérisées par la présence de plusieurs caractéristiques.
Les caractéristiques structurales. Les chaînes de collision, telles que l'Himalaya et les Alpes, sont caractérisées par la convergence entre deux lithosphères continentales, surrection de hautes chaînes de montagnes, les déformations des couches de la croûte terrestre, les plis, failles inverses, chevauchements et nappes de charriage qui résultent des forces de convergence compressive. Passons maintenant aux caractéristiques pétrographiques. Présence d'ophiolites et de roches sédimentaires d'origine marine, prisme d'accrétion, coincées dans la zone de structure entre les deux plaques convergentes, expliquée par la disparition d'un océan fermeture océanique. Présence de roches sédimentaires métamorphisées d'origine continentale différente, chacune appartenant à l'une des plaques en collision. Présence de roches magmatiques telles que l'andésite et le granodiorite, résidus de l'activité de subduction qui précède la collision. La reconstitution de la formation d'une chaîne de collision peut être résumée comme suit. Étape 1. Deux plaques étaient séparées par un ancien océan. Cas de l'Himalaya, mer Tétis entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Cas des Alpes, océan alpin entre la plaque africaine et la plaque européenne. Étape 2. L'arrêt de l'expansion marine et le rapprochement entre les deux plaques, accompagné par des forces compressives qui conduisent à la subduction de la lithosphère océanique sous la marge continentale. Étape 3. La poursuite des forces tectoniques a pour résultat la déformation des couches rocheuses, la fermeture du domaine océanique et l'obduction d'un morceau de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Étape 4. Collision entre les deux marches continentales entraînant la formation de la chaîne de collision. Le complexe ophiolitique et les sédiments du prisme d'accrétion restent comme indice de la fermeture marine. Pour conclure, on va dire qu'il existe 3 types de chaînes de montagne: la subduction, l'obduction et la collision. Toutes les 3 ont comme point en commun le fait qu'elles appartiennent au dynamisme de convergence. Mais chacune d'elles a ses particularités structurales, pétrographiques et géophysiques. Et voilà les champions, c'est tout pour aujourd'hui. Alors les montagnes sont toujours issues de météorites? Ah non, ce n'est plus le cas dorénavant.